Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur R Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro L'Actu. Pour commencer, permettez-moi de vous transmettre nos excuses pour des raisons techniques et de programmation. L'émission L'Actu d'hier n'a pas été diffusée. Hier soir, vous aurez le plaisir de la diffuser. Ultérieurement, nous sommes revenus notamment sur ce numéro 2, émission numéro 2, autour du halal. Ce soir, dans 72 heures précisément, les Français, dimanche soir, elle sera 20 heures précises, les Français connaîtront celui qui arrive au poste suprême, les plus hautes fonctions de l'État, le futur président ou la future présidente de la République française. Donc les résultats tomberont à 20 heures dimanche, un scrutin ouvert à 8 heures, 18 heures pour une grande partie de la France et pour certaines villes, même 20 heures. On y reviendra certainement dimanche sur R Télévision. Ils se sont réunis hier pour ce débat, un débat tant attendu qui a été suivi par des millions de Français, mais pas que, notamment sur le web ou via le satellite par des millions de personnes dans le monde entier, de téléspectateurs et téléspectatrices. Ils se sont donc qualifiés avec 27,8% lors du premier tour le 10 avril dernier pour Emmanuel Macron et je le rappelle, 23,1% pour Marine Le Pen, donc qualifiée pour ce premier tour. Le débat a eu lieu hier soir avec mes invités. Dans quelques instants, nous allons décortiquer ce rendez-vous tant attendu où les deux candidats sélectionnés, qualifiés, ont essayé de parler aux Français, de proposer leurs projets, aussi bien sur le fond que sur la forme avec nos invités. Nous allons essayer de comprendre un peu que s'est-il passé hier et est-ce que Emmanuel Macron a convaincu. On vous parlera notamment d'un sondage qui est tombé aujourd'hui chez nos confrères BFM TV et Lab. On vous donnera quelques résultats sur les plus convaincants des deux candidats, aussi bien sur la forme que sur le fond. Avant de leur donner la parole, donc un débat, vous l'avez bien vu, assez chaud parfois, assez dynamique, mais plutôt apaisé, plutôt serein par rapport à celui de 2017, puisque je vous rappelle qu'en 2017, nous avions les deux mêmes candidats, un Emmanuel Macron qui est plutôt apparu parfois souvent arrogant, avec sa position, parfois affagi sur sa chaise, en étant parfois conférencier, parfois un comportement d'écoute, parfois donneur de leçons un peu. Certains analystes en ont parlé longuement, voire parfois désinvolte dans sa posture, je vous le disais, mais plutôt à l'aise techniquement un président sortant candidat pour cette élection 2022 qui maîtrise plutôt ses dossiers. En tout cas, c'est ce qu'on a pu sentir hier soir. Quant à Marine Le Pen, une stratégie plutôt ultra-offensive, on l'a vu plutôt apaisée, plutôt calme par rapport à 2017. Parfois, elle a plutôt pataugé dans ses dossiers. Elle s'est aussi parfois laissée un peu déstabiliser, notamment sur ce crédit qu'elle a contracté auprès d'une banque russe. Nos invités pourront y réagir. Et parfois, elle s'est même fait peut-être un peu prise au piège, notamment sur le pouvoir d'achat et un Emmanuel Macron qui a aussi parfois été assemblé plutôt sur l'attaque. Voilà, nos invités avec nous après ce lancement. Avec nous, donc, Anis El-Khama, psychologue, analyste politique. Bonsoir, Anis El-Khama. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci infiniment. Avec nous aussi, le plaisir de le retrouver, Fodil Aït-Chaban. Alors, je pense qu'il y a peut-être l'un de vous deux qui a sa télé. À Nice, vous n'avez pas une télé, pourtant vous êtes un pro des médias. Quelque chose d'ouvert avec le retour de ma voix. C'est pas de mon côté, hein. Je n'ai pas de télé qui allume. C'est bon, bah ça y est, c'est réglé en tout cas. Apparemment, oui. C'est réglé. Avec nous, Fodil Aït-Chaban. Bonsoir, Fodil Aït-Chaban. Vous êtes ancien adjoint au maire à Saint-Ouen entre 2014 et 2020. La politique aussi, ça vous connaît. Vous êtes aujourd'hui conseiller municipal, donc depuis les dernières élections, depuis 2020, oui, de l'opposition à Saint-Ouen. Bonsoir à tous les deux. Fodil Aït-Chaban, rebonsoir. D'un point de vue général, comment vous avez vécu cette campagne qui se termine tranquillement, puisque la campagne continue entre deux tours, et peut-être que pour Emmanuel Macron, c'est peut-être votre avis, sa campagne a réellement commencé depuis le 11 avril dernier, après sa qualification. Et on entrera dans une deuxième partie sur le débat d'hier soir.
Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation, Chaban. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Oui, effectivement, bon, pour le premier tour, je pense qu'il n'y a pas eu de campagne de la part de notre président. Ceci explique cela. Donc, la campagne véritablement commence maintenant et puis surtout depuis le débat d'hier soir, puisque les finalistes sont là. C'est pas une surprise pour ma part, puisque tout a été fait, je l'entends, pour en arriver là. Et donc, c'est voilà, c'est bis repetita. Et si je dois me prononcer… Oui. Mais alors cette campagne justement, on l'a vu, c'est important tout de même d'y revenir parce que ça donne tout de même un contexte, un environnement sur le paysage politique français aujourd'hui. On a vu ces candidats, ils étaient 12. On a vu un parti socialiste totalement s'effondrer avec seulement 2,5 non un peu moins je crois d'ailleurs enfin qui arrivait antépénultième avant dernier au classement. Bon, le PC qui fait pas non plus un gros résultat alors que ce sont comme tout de même des gros partis, en tout cas pour le Parti socialiste et la droite républicaine. Valérie Pécresse s'est totalement ratamée. C'est un échec, moins de 5%. On a aussi un Éric Zemmour qui, à un moment donné, avait un engouement total, limite qui s'y croyait, excusez-moi peut-être de l'expression, mais on s'est rendu compte tout de même qu'il a fait moins de 8%, si je ne me trompe pas, avec parfois un discours tout de même assez violent envers l'immigration, envers l'islam. Voilà, d'un point de vue, peut-être avoir votre point de vue sur ces partis qui se sont effondrés. Le PS, je le rappelle, et la République et la droite républicaine, qui sont ces deux partis qui peut-être ont accompagné cette 5e République, des partis qui à un moment donné étaient en haut du podium à chaque fois. Voilà, avoir peut-être votre vision générale. Alors, effectivement, quand on voit, c'est la suite logique des événements, on voit la gauche qui est de plus en plus divisée, puisque quand on regarde les résultats, si la gauche était assemblée, il serait arrivé largement au deuxième tour. Mais bon, comme vous voyez, il y a toujours des batailles d'ego, de personnes, etc., d'idéologie. Donc voilà, ceci explique cela. La droite complètement siphonnée par Macron au fur et à mesure qu'on avançait, puisque on avait, bien sûr, il y a eu Zemmour d'un côté, Pécresse de l'autre. Mais Pécresse n'étant pas soutenue, comme c'est toujours pareil avec la droite, c'est pareil, c'est toujours la droite la plus bête du monde, j'ai envie de dire, puisque au moment opportun, ils arrivent toujours à se diviser et, ma foi, à laisser le champ libre aux concurrents. Donc Macron, aujourd'hui, a un boulevard devant lui, il a eu un boulevard avec lui, et donc voilà, il a siphonné, il a pris un petit peu tout le monde, je dirais, tous les membres des anciens partis socialistes ou de la droite, aujourd'hui, sont partis du côté de Macron ou on rejoint des extrêmes. Donc forcément, à la fin, on retrouve ces saucissonnés et on arrive à des résultats tout à fait à l'avantage d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il a réussi sa stratégie justement je dirais, en finissant les partis traditionnels qu'étaient le PS et entre autres la droite républicaine. Hein. Mais selon vous, alors, est-ce que c'est un Emmanuel Macron qui, je le rappelle, n'a jamais été élu, hein, si je ne me trompe pas, il a été nommé ministre du temps de Hollande, mais il n'a jamais participé à une élection quelconque, je ne crois ne pas me tromper. C'est quoi? C'est un Emmanuel Macron qui a été assez stratégique, pour reprendre votre terme, qui a été assez puissant pour mettre en place un certain nombre de stratégies et peut-être faire tomber la droite, faire diminuer le PS, ou est-ce que c'est plutôt ces partis-là qui se sont fragilisés? Et puis, donc ça c'est peut-être la première question. Et la deuxième question, avant de donner la parole à Anis Al-Khama, qui va aussi s'exprimer sur ces différents points que je viens d'évoquer, est-ce que la raison aussi principale, c'est qu'à chaque fois, cette gauche, puisqu'on le sait, entre Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, le PS, le PC, je ne vais pas y revenir, enfin, il y a toute une… Jean-Luc Mélenchon aussi, qui était le challenger. Pourquoi ces partis ne se sont pas réunis derrière Jean-Luc Mélenchon? Et peut-être qu'avec cette union, la boucle serait bouclée et on aurait pu même voir un Mélenchon en tant que président d'ailleurs, en tout cas au deuxième tour. Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le peu de voix à gauche, notamment que ce soit pour Philippe Poutou, que ce soit pour Nathalie Arthaud, que ce soit pour l'autre parti, comment il s'appelle les Verts. Les Verts, voilà, les Verts. Voilà.
C'est surtout les Verts qui auraient pu jouer un rôle très important là-dedans. Bref. Et pourquoi il n'y a pas eu d'union? Pourquoi il n'y a pas eu d'union selon vous? Question d'ego. Tout simplement, chacun veut être chef, et puis le problème, il est là. C'est une question, comme vous voyez Mélenchon, il est très bon, il aurait pu faire quelque chose, mais le problème, c'est que voilà, c'est suivez-moi, tout le monde derrière, sinon ça ne va pas. Après, c'est des questions. Moi, j'ai envie de vous dire que ces partis-là n'ont pas su se renouveler, en fait, n'ont pas su s'adapter aux besoins, à la demande et à la société française. On voit bien qu'aujourd'hui, n'oubliez pas une chose, le taux d'abstention, il est énorme. C'est pas pour rien. C'est parce que concrètement, que ce soit la droite ou la gauche, ils n'avaient plus rien à proposer. Et puis surtout qu'à chaque fois ils étaient élus, il n'y a pas eu, encore une fois, ce qui était promis. Donc à un moment donné, que ce soit localement, que ce soit régionalement, que ce soit nationalement, les gens se détournent de la politique. Et finalement, les gens vous disent quoi aujourd'hui? Que je vote ou que je vote pas, ça ne sert à rien. Donc on voit une société aujourd'hui qui est complètement divisée, qui est complètement disloquée, parce que justement, il y a une absence totale de propositions qui accompagnent, qui répondent favorablement aux circonstances. Voilà. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. C'est tout ça. Et Macron, là-dessus, est arrivé effectivement pour moi le premier en 2017. J'ai cru qu'il allait effectivement dépoussiérer la classe politique parce qu'on voyait tout le temps les mêmes personnes, les mêmes programmes et les mêmes trahisons et que ça allait faire du bien. Et finalement, aujourd'hui, on voit que ça a accentué, pour moi, hein, pour ma part, pour mon analyse, ça a accentué, je dirais, les divisions, la société française. Et je pense que le plus gros projet qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est quand même de redonner la confiance aux Français pour pouvoir justement dialoguer, proposer et, ma foi, je dirais, apaiser le climat. Parce qu'il y a des tensions énormes. Et on voit bien hier soir, on a parlé de tout, sauf de l'essentiel. Voilà. On va y revenir hein, sur le débat d'hier soir longuement dans cette émission. Anis Elkama, pareil, j'ai envie de vous poser, vous avez entendu, je vais pas y revenir un peu d'abord sur le contexte de cette campagne. Alors Anis Elkama, j'ai un écho derrière vous. Je ne sais pas ce que c'est. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, en fait, l'écho est là. Donc, alors, je vais vous donner la parole, ça sera mieux. Alors, effectivement, il y a eu une reconfiguration de l'échiquier politique en France. Et on peut se dire que durant toute la Ve République, au moins depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours eu une alternance entre une gauche et une droite dite républicaine. Donc, on a vu RPR, SFIO, Parti socialiste, etc., républicain, plus tard UMP républicain. Et effectivement, les Français ont eu marre un peu de cette, certains diraient, même si je suis pas totalement d'accord, de cette fausse alternance, et se sont dit qu'il fallait qu'il y ait un changement dans la sphère politique. C'est un peu ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, où les partis traditionnels, on a pu le voir aussi en Grèce avec Syriza qui arrivait au pouvoir, qui était un parti de gauche radicale, mais aussi dans d'autres pays où cette fois-ci c'était les populistes qui ont pris le pouvoir. On a vu qu'il y a une impulsion, en tout cas dans les pays occidentaux, pour un changement radical de l'échiquier politique existant. En France, ce qui s'est passé, c'est que cette colère-là, cette volonté-là de changement a été absorbée par Macron d'une manière, faut le dire, très, très intelligente et stratégique politiquement, et en donnant une nouvelle vision à la vie politique qui serait ni gauche ni droite. En réalité, ça rappelle un peu la vie politique américaine dans laquelle on a les républicains et les démocrates, et les républicains, enfin plutôt, oui, républicains et démocrates, les démocrates étant le centre-gauche, parfois centre-droit, et les démocrates étant le centre-gauche ou centre-droit, et les républicains étant une droite assez dure. Donc c'est un peu dans cette situation-là qu'on se retrouve maintenant en France. D'une certaine manière, ça a empêché l'avènement de l'extrême droite, parce que effectivement, le Parti En Marche a absorbé tout ce qui était dans la sphère de ce qu'on appelle la digue républicaine, qui n'existe plus. Donc cette fameuse digue qui permettrait qu'il n'y ait qu'une gauche et une droite dans un certain esprit, comme je l'ai dit après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, on voit qu'il y a une certaine sphère au centre qui est absorbée par En Marche et par Macron.
Je ne pense pas que ça puisse tenir longtemps parce que c'était un effet de communication, c'était la magie des médias qui ont bien sûr accompagné et soutenu, la magie de certains lobbies aussi qui ont soutenu Macron pour éviter effectivement que ce rejet-là de la vie politique vire à l'extrême droite et au vote sanction, comme ça existait dans tous les pays européens, ou en Hongrie avec Orban, le FPÖ en Autriche, Boris Johnson en Angleterre. Ça a été une solution provisoire, je pense, qu'ont trouvé les influents et les influenceurs de la vie politique et financière en France. Est-ce que ça va tenir? Je ne le pense pas. La bonne nouvelle, c'est que l'alternance, le réel changement viendrait peut-être d'une gauche radicale sur le modèle grec, donc comme ça a été fait avec Syriza et l'élection donc du parti de gauche radicale Syriza en Grèce. Donc ils ont, au lieu de voter pour une extrême droite, ils ont voté pour une réforme de gauche. Et moi, je pense qu'on va peut-être en parler de manière, rentrer dans les détails après, qu'il y a un coup à jouer pour Mélenchon. Il l'a bien dit, il l'a bien déclaré, voter pour moi pour que je sois… Enfin, ce qu'il veut dire par voter pour moi pour être Premier ministre, c'est d'imposer une espèce de cohabitation si la France insoumise, après, je pense, un échec, encore une fois, de l'extrême droite, arrive à récupérer les personnes de gauche qui sont allées errer, je dis bien errer, chez les fascistes et les racistes. Anis El Khama, avant d'entrer sur le débat d'hier, sur les législatives qui arrivent, donc les législatives, je rappelle, c'est ce Parlement, 477 députés pour légiférer. Avant d'entrer dans cette deuxième partie, ces partis qui se sont totalement éteints aujourd'hui, enfin, peut-être que les responsables ne seront pas d'accord, mais en tout cas qui sont inexistants sur une élection présidentielle. Vous êtes d'accord aussi en parlant d'ego, ou est-ce que ces partis ont tout de même une idéologie et un projet politique qu'ils ne veulent pas vendre non plus pour rien, d'où peut-être qu'il n'y ait pas eu d'entente avec un Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position et qui aurait pu aussi fédérer? Oui, vous m'entendez? Je pense que c'est plus je pense que c'est plus large que ça. On voit que partout dans le monde, dans les 20 dernières années, on a vu un écroulement des partis politiques traditionnels, et ça a commencé par Occupy Wall Street aux États-Unis. Ça a été par aussi Podemos, les Indignés, puis Podemos en Espagne, après Nuit debout en France et avec les Gilets jaunes. Il y a un désamour, un désintérêt, mais aussi un changement civilisationnel apporté par les réseaux sociaux, apporté par… je dis pas si c'est bien ou mauvais, hein, faudrait prendre encore plus de recul et faire plus d'études sociologiques sur cela. Il y a un éclatement de la vie politique qui fait que, et aussi de la vie sociale par les réseaux sociaux, qui fait que il y a une atomisation de l'existence générale, puis de l'existence aussi politique et citoyenne. Il fait que chaque personne se dit que peut-être je peux donner mon avis sur les réseaux sociaux, et ça peut m'exonérer du fait d'aller me retrouver dans des syndicats et dans des partis. Parce que avant tout, l'appartenance syndicale, surtout fin du 19e siècle, début 20e siècle et la moitié du 20e siècle, a structuré l'identité ouvrière. Lorsqu'on parle du Parti communiste, c'était un parti qui voulait dire quelque chose. Jusqu'à Georges Marchais, les personnes se sentaient appartenir à la CGT et articuler leur vie dans le mouvement syndical, et parfois se marier dans les syndicats. J'exagère très peu quand je dis ça, et c'était toute leur vie dans ce syndicat-là, que même s'ils n'étaient pas totalement actifs dans le syndicat, ça structurait leur vie. On a vu plusieurs changements dans l'existence et dans la sphère économique qui ont fait que, avec la baisse de l'industrialisation, la baisse… si vous voulez, c'est un problème beaucoup plus profond qu'il y a des égos ou pas. C'est vrai que les égos, au final, ont fait rater le deuxième tour, peut-être la présidentielle à Mélenchon. Mais moi, j'ai envie de parler de quelque chose d'un peu plus profond, qui est celle que, à part des efforts de communication qui ont été faits par En Marche, et je dis bien que c'est un parti, c'est très rare de voir un parti partir de rien et de construire, mais c'était vraiment un coup de matraquage médiatique lorsqu'on passait devant les kiosques, on voyait Macron partout, Startup Nation, etc. C'est vraiment la puissance du lobby médiatique et financier qui s'est exprimée. Donc, ne soyons pas fous, ne soyons pas hypocrites pour dire que Macron avait un ancrage politique. Mais après, c'est le jeu. Je veux dire que malgré les défaillances, la France reste une démocratie.
Ce jeu, alors ce jeu justement, vous répondez et je pose la même question à Fodil Aït Chaban qui est avec nous. Est-ce que du coup vous parliez aussi des réseaux sociaux, effectivement, où tout le monde commente tout, les projets politiques, on les a aussi parfois mal sentis, les idéologies. Certains candidats se sont concentrés vraiment sur parfois beaucoup la sécurité et l'immigration. Ça veut dire que tous ces partis-là dont on parlait il y a quelques instants ont perdu leur idéologie, leur projet. Vous parlez du Parti communiste, effectivement, les congés payés, tout ça. Je crois même la sécurité sociale, etc. C'est le Parti communiste. Mais à la fois, ça veut dire que tous ces partis-là, aujourd'hui, n'ont plus d'idéologie, plus de projets concrets à proposer aux Français et aux Françaises. Et place au spectacle, place à l'effervescence de la communication, des médias, des tout commentaires à tout bout de champ. Il y a un sociologue, je crois c'est Georges Brunner, j'ai oublié son nom, qui disait qu'il y avait une dérégulation de l'information au niveau des réseaux sociaux. On est passé d'un monde où le maître d'école, il y a eu aussi une dérégulation finalement de la hiérarchie sociale. On est passé d'un monde où le journal Le Monde, par exemple, ou Le Figaro, ou l'Observateur, ou je sais pas, La Croix, ou des journaux comme ça, avaient des lignes éditoriales, avaient un lectorat, il y avait une structuration, il y avait une hiérarchie. C'est-à-dire que lorsqu'on lit Le Monde ou Le Courrier International, on sait que c'est vrai. Enfin, qu'il y a beaucoup de chances que ça soit vrai et ça structurait l'esprit des gens. Avec les réseaux sociaux, c'est une déstructuration de tout cela, avec un complotisme qui est absolument incroyable, qui monte dans les pays occidentaux, avec son lot de populisme, de théorie du complot. Les personnes font parfois confiance effectivement au buzz. Ils font confiance à une personne qui viendrait, qui n'aurait pas de compétences, qui n'aurait pas vérifié ces informations. Ils peuvent être influencés par ça. N'oublions pas que la Russie a travaillé sur ça pour faire élire Trump. Et c'est un secret de polichinelle de dire que les réseaux sociaux et notamment Twitter, c'était le champ de bataille de l'astrosurfing. Donc l'astrosurfing, c'est la stratégie d'utilisation des réseaux sociaux pour formater l'esprit des gens. La Chine travaille beaucoup sur ça avec la stratégie du loup guerrier et du bouclier d'information. Pour revenir au sujet, oui, pour l'instant, on n'arrive pas à récupérer du bon sens au niveau de la vie politique. Ça peut préfigurer des changements très difficiles et je serais pas pour enterrer l'extrême droite et les extrêmes parce que c'est leur terreau lorsqu'il y a une dérégulation, lorsqu'il y a une accélération du temps, lorsqu'il y a comme on l'a vu, une accélération au début du XXe siècle et avec la révolution industrielle. Ce genre de partis peuvent tabler sur ces changements-là, sur ces difficultés-là sociales. Mais je pense que, je fais partie de ceux qui travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut qu'on recrée du sens et qu'on recrée aussi de la légitimité au sens politique. Et c'est très difficile. Et ce n'est pas une question qui est posée uniquement au Parti français, mais pour l'instant, je peux comprendre que en face du buzz, en face de la communication, qu'on privilégie un peu l'image sur le fond, malheureusement, même moi qui milite principalement sur des questions algériennes, on est obligé de faire avec, malheureusement. Fodil Aït Chaban, pareil, même question, je voudrais avoir votre analyse sur un peu l'extinction, la disparition, parfois l'inexistence de ces partis qui sont là depuis quelques années, quelques décennies. C'est quoi? C'est une perte d'idéologie, perte de confiance. Les Français, les Françaises, rien n'est clair quand on leur explique notamment des points précis sur le pouvoir d'achat, la santé. C'est ça qui fait que ces partis aujourd'hui ont des grosses difficultés à s'imposer, alors que fut une époque, ils étaient présents, ou c'est plutôt effectivement cette effervescence en termes de communication, on passe de tout et rien, on n'arrive plus à suivre, à écouter aussi parfois, fut une époque, Simone Veil a expliqué d'ailleurs qu'elle a passé des discours entiers pour l'avortement à l'Assemblée fut une époque, alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère où il faut parler 2-3 minutes rapidement. Donc, je voudrais avoir votre avis un peu sur ces partis qui sont amenés, malheureusement, peut-être à disparaître demain. Alors, Fodil Aït Chaban, est-ce que vous m'avez entendu? Oui.
Oui, je vous ai entendu, c'est très clair. Je vous en prie. Oui, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une rupture parce que la confiance a été perdue tout au long de ces 30 dernières années. On a vu, par exemple, le Parti socialiste qui a fait déception sur déception. Donc les gens, c'est pas pour rien si on quitte un parti, c'est qu'à un moment donné, voilà, il répond plus à nos attentes. Donc il y a effectivement ces partis-là qui n'ont pas su se renouveler, s'adapter à la réalité de la société, puisque la société, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite que voilà, on se retrouve vite à la traîne si, ma foi, on n'est pas dans le coup. Ensuite, il y a aujourd'hui, les représentants politiques sont vus comment? Comme des gens étant privilégiés et qui sont là que pour leurs privilèges. Il faut appeler un chat, hein. Donc, il faut pas se leurrer là-dessus, hein. Donc, les gens vous disent aujourd'hui, ah, mais une fois qu'il est élu, moi, il se retourne de moi, il fait sa sauce, je sais qu'il est là pour un mandat, etc., etc. Et on le voit d'ailleurs, les gens aujourd'hui reprochent énormément que les salaires touchés par tous nos représentants politiques, et à côté de ça, vous dites à un smicard, je vous enlève 5 € d'APL parce que, etc., etc. Donc, il y a cette injustice sociale. Cette injustice qui fait que, encore une fois, ces partis-là n'ont plus d'adhérents. Et quand vous n'avez plus d'adhérents, bah, c'est votre source. Et quand vous n'avez plus de source, bah, vous n'avez plus rien. Donc, voilà. Et on le voit encore une fois, effectivement, il y a une question aussi d'ego surdimensionné, puisqu'on le voit avec Mélenchon, on le voit avec, encore une fois, les Verts, Jadot, qui pensent toujours faire 15, 20, 30%, et puis toujours, ils se retrouvent à 4 ou 5%. Donc, voilà. Petit à petit, c'est eux-mêmes qui, j'ai envie de vous dire, ils se tuent eux-mêmes, hein, de par leur score, puisqu'ils n'arriveront même pas à payer leurs frais de campagne, etc., etc. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a aussi une chose qu'il faut tenir compte, c'est que la France n'est pas toute seule. Aujourd'hui, elle est dans l'Europe. Et c'est l'Europe qui décide sur pas mal de sujets. Et c'est ce qui fait qu'il y a je dirais aujourd'hui, une rupture entre ce qui est décidé à l'Europe, ce qu'on essaye de faire croire en France, que les gens ne comprennent plus rien. Et donc, il faut à un moment donné aussi être clair, c'est qu'aujourd'hui, ce qui décide réellement des projets politiques, c'est les marchés, c'est le marché financier. Il ne faut pas occulter ça, il faut dire la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, si Macron a été élu, c'est parce qu'effectivement, il avait des fonds, il avait des soutiens, et pas n'importe lesquels. Comment expliquer qu'aujourd'hui, alors vous avez un Mitterrand qui a milité pendant 30 ou 40 ans avant d'être président, Macron, en 2 ans, il a été ministre de l'économie, et en 2 ans, il a été président de la République. Expliquez-moi, mais moi, j'ai du mal à comprendre. Si ce n'est que, voilà, aujourd'hui, c'est les marchés qui décident de qui on met en place et qui on démet en place, tout simplement. Donc voilà, les Français aujourd'hui sont déçus de par, encore une fois, la situation et la confiance. Et à chaque fois, on revient à la même chose. Regardez Macron, quand on regarde les 5 ans, pendant ces 5 ans de présidence, il y a eu quand même pas mal, je dirais, de mouvements. De manifestations, de mouvements, l'hôpital, les gilets jaunes, voilà. Effectivement. Donc, ça prouve qu'il n'était pas venu quelque part avec des bonnes intentions. Et on le voit aujourd'hui, tout le monde le constate. Simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, vous avez le choix entre une personne qui est, entre guillemets, républicaine, démocrate, et à côté de ça, vous avez quelqu'un qui est fasciste, facho, etc., etc. Donc, forcément, les dés sont pipés d'avance, quoi. Voilà. Restez avec nous tous les deux. Je vous propose de regarder cette première partie où on va revenir sur quelques petites parties des moments assez précis de cette soirée de débat, et on en parle juste après. Répondre à tout, y compris à l'intégralité des choses totalement fausses que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. Assumez-le, c'est tout. Assumez-le, Madame Le Pen. C'est quand même assez malhonnête, Monsieur Macron. Non, mais d'accord. Non, mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron. Le rôle de la France, c'est, comme nous l'avons fait depuis le début, d'abord de soutenir l'Ukraine. De soutenir en aidant les Ukrainiens avec des équipements de défense et des équipements aussi pour combattre, pour ne pas que Kiev tombe, et de progressivement
ramener la Russie à la raison pour d'abord cesser le feu, puis libérer le territoire ukrainien. L'aide à l'Ukraine, oui bien sûr. L'aide humanitaire à l'Ukraine, oui bien sûr. L'aide financière à l'Ukraine, oui bien sûr. La seule sanction avec laquelle je suis en désaccord, c'est le blocage de l'importation du gaz et du pétrole russe. Ça n'est pas ce qui fera du mal en réalité à la Russie. Surtout, ça va faire énormément de mal au peuple français. Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait pourquoi? Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français. J'ai été obligée d'aller faire un prêt à l'étranger parce que aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. Moi, je dis aux entreprises, voilà, si vous augmentez de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, eh bien, je gèlerai les cotisations patronales subséquentes. La mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne des Français. Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires. Vous n'augmentez pas de 10% les salaires. Je ne voudrais pas que nos compatriotes qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye pensent qu'un président ou une présidente de la République puisse décider de ce qui est sur la feuille de paye. J'ai dit très clairement qu'il s'agissait d'une incitation auprès des entreprises. Donc il n'y aura pas d'augmentation de 10%. Je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, Madame Le Pen, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. De retour sur le plateau de l'Actu sur RTV. Anis El Khama, vous allez réagir. Donc tout à l'heure, je ne vais pas refaire et je préfère que vous donniez un peu votre analyse. Juste peut-être d'abord, on va parler de la forme, du comportement des uns et des autres, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors selon un sondage ELA, BFM, l'Express, SFR, les Français, après l'émission, résultat, 59% des personnes interrogées ont jugé qu'Emmanuel Macron est plus convaincant contre 39% pour Marine Le Pen. Dans le détail, 97% des électeurs d'Emmanuel Macron estiment qu'il a gagné le duel. Le score est un peu plus partagé chez les électeurs de Marine Le Pen. Ils sont 85% à l'avoir trouvée plus convaincante que le président sortant. Et concernant les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont été aussi interrogés, ils ont trouvé Emmanuel Macron plus convaincant à 61% contre 39% pour Marine Le Pen. Il est important de parler de Jean-Luc Mélenchon parce que même s'il a annoncé 5 fois pas un vote pour Marine Le Pen, énormément, il va peser puisqu'il est arrivé 3e avec 22%. Anissa El Khama, analyste politique, psychologue, je sais que vous avez aussi des bons points de vue et une belle vision, une bonne analyse à chaque fois sur la forme. Comment vous avez trouvé l'un et l'autre? J'ai donné une petite analyse tout à l'heure dont on parle depuis hier, mais j'aimerais avoir la vôtre. Bon, je vais donner un avis global. Emmanuel Macron a atomisé la fille de Jean-Marie Le Pen. C'est très clair. On peut voir que dans sa maîtrise des sujets techniques, etc., tout est mieux maîtrisé du côté d'Emmanuel Macron. Au niveau de la forme, mais vraiment au sens premier du terme, les équipes de communication ont fait un très bon travail, ne serait-ce que dans l'analyse du costume qu'a porté Emmanuel Macron. On lui reproche son côté européaniste. Il a mis un costume où il est habillé en bleu avec une chemise blanche et avec un petit écusson rouge pour tout simplement contrebalancer cette idée-là, pour se donner une posture nationale, républicaine, en reprenant les couleurs du drapeau français. Et ça a été bien fait. Sincèrement, ceux qui travaillent au niveau communication, ils travaillent très bien. C'est pas étonnant.
Par contre, au niveau de la posture physique, il y avait une majorité de postures avachies, un peu désinvoltes, comme vous l'avez dit. Ça peut se retourner contre lui parce qu'il s'est plusieurs fois accoudé de manière un peu gênante, même parfois, dans les études, dans les sondages qui ont été faits avant le deuxième tour. L'un des points qui revenait souvent, c'était l'arrogance en tant que point négatif Un peu d'Emmanuel un Macron. Oui. psychologue parfois, non? Il n'avait pas sans stéréotyper le comportement d'un psychologue ou d'un psychanalyste, mais parfois il était un peu, il se tenait avec la main, il avait un regard un peu à l'écoute. Madame Le Pen, je suis là, je vais vous écouter, etc. Vous l'avez ressenti, ça vous? D'ailleurs, vous êtes psychologue hein, professionnellement, je le rappelle. Oui, bon, en théorie, un psychologue n'est même pas comme ça. Un psychologue, normalement, est dans une posture qu'on appelle d'écoute, de bienveillance, de neutralité bienveillance et d'écoute active. Là, c'était une fausse écoute active orientée vers une sorte de condescendance. On voyait que il l'écoutait, c'est voilà, je suis supérieur à vous, mais j'écoute quand même votre avis. Et vous allez voir que dans plusieurs passages, si vous pouvez vous repasser les passages, là où il a déclaré qu'il a même commencé à faire des traits d'humour en limite en étant bon prince, en se disant, voilà, j'ai gagné, donc je vous laisse, je vous écoute, je suis avec vous, je suis là limite pour vous aider à faire mieux votre débat. En réalité, c'est une très bonne stratégie aussi. On peut être partagé sur ce qu'il a à perdre en termes d'arrogance et ce qu'il a à gagner en termes d'agressivité. Je pense qu'il a été très très malin d'être dans l'attaque alors qu'il avait tout pour être dans la défense, mais il a été dans l'attaque et ça a marché parce que du coup il a poussé Marine Le Pen à ne pas l'attaquer sur son bilan. Et vous avez remarqué qu'il n'a pas été trop souvent attaqué sur son bilan, juste dans quelques passages. Il a poussé Marine Le Pen à se justifier elle-même sur les comptes, donc sur le financement russe, sur ses positions par rapport à l'Ukraine, sur ses positions sur d'autres sujets. Donc en réalité, c'était un bon pari de sa part, et je pense de l'équipe de communication, de le pousser à être dans une forme d'agressivité, d'attaque, parfois abominable limite, et de rééquilibrer les choses pour qu'on ne puisse pas l'attaquer sur son mandat. Et ça a été très stratégique. Il a réussi son débat. Moi, je le vois ça de l'extérieur, même si, bien sûr, qu'on va lui faire payer encore cette posture d'arrogance, et même cette posture physique, qui va continuer à le suivre pendant le prochain quinquennat. Et peut-être qu'il accepte finalement cette arrogance-là. Voilà. Merci à Anis El-Khama. Fodil Aït Chaban avec nous. Pareil, on sait que dans la politique, d'ailleurs, vous êtes investi en politique depuis des années. Lorsqu'on est président ou élu, effectivement, il y a certainement une écoute, une bienveillance, un échange. Vous l'avez trouvé, vous, comment, cette Emmanuel Macron et cette Marine Le Pen aussi, plus dans donneur de leçons pour l'un et puis parfois un peu dans l'arrogance ou plus à être dans l'attaque et puis Marine Le Pen aussi dont on parle aujourd'hui qui a été plus déstabilisée, qui était plus dans l'offensive. Comment, sur la forme, comment vous les avez trouvés tous les deux? Alors, pour ce qui est d'Emmanuel Macron, bon, je suis pas psychologue ni psychanalyste, je réagis selon ce que j'ai vu, moi, mon ressenti, on va dire. Je trouve que pour une deuxième élection, j'ai trouvé quand même en manque d'empathie, très arrogant, je trouvais. Il faisait quand même, on avait l'impression que c'était un professeur et qui donnait des leçons. Et ça, c'est sa personnalité. On ne pourra pas nous l'enlever. Hein. Chasser le naturel et revient au galop. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Après, sur le débat, Marine Le Pen, elle était plutôt sur la défensive. Je pense qu'elle a essayé de se contenir pour ne pas tomber dans le piège de 2017, puisque ça l'a vachement marqué, on le voit bien. D'ailleurs, même Macron, à un moment donné, lui a dit que vous êtes calmé. Elle lui a dit, bon, bah, c'est l'âge, hein, on vieillit, donc forcément, on se calme, on est plus attentif. Moi, dire qu'il a atomisé, je n'irai pas jusqu'à là. Je trouve que par moment, on part sur certains sujets bien précis. Moi, je trouvais que le débat était plutôt ennuyeux, parce que, encore une fois, on n'a pas traité les sujets réels. Quand vous voyez qu'on prend
pratiquement une demi-heure pour traiter du voile des PV, de mettre des PV sur la rue, alors qu'on a aujourd'hui un pouvoir d'achat, on a des problèmes qui vont arriver, puisque les problèmes arrivent au fur et à mesure, notamment des conséquences de cette guerre, je trouve que ça manquait un petit peu de sérieux pour ma part. Voilà. Anis El-Khama, donc peut-être que lorsque vous parliez d'atomisation, maintenant on va parler du contenu d'un point de vue général. C'est vrai, de part et d'autre, voilà, je vous laisse réagir, le temps passe, mais c'est vrai qu'on a vu tout de même peut-être un Emmanuel Macron maîtriser un peu plus, peut-être même beaucoup plus ses dossiers, et puis certaines sur des contenus où elle a été aussi déstabilisée, comme sur ce crédit en Russie. Lui, à la fois, sa position en Ukraine aussi a été un peu attaquée. Maintenant, sur le contenu, Fodil Aït-Chaban aussi parlait effectivement du voile. Il faut savoir que Marine Le Pen en revenu sur sa proposition choc, qui consiste à interdire le voile dans l'espace public, a tenu à rappeler aux musulmans qu'elle ne menait pas de guerre contre leur religion. Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui lui a répondu en disant « Vous allez créer une guerre civile ». Sur le contenu, vous avez la parole. Sur le contenu, lorsque je dis atomiser, je parlais surtout du contenu technique. Vraiment au stricto sensu, c'est comment on articule ces arguments. En communication, il n'est pas, comment dire, on peut avoir un argument qui sort disons, du commun, mais si on arrive à l'articuler, une vision beaucoup plus globale, ben cet argument-là prend de la valeur. Dans le cas d'Emmanuel Macron, moi, je ne le défends pas. Moi, bon, déjà, j'ai pas le droit de vote. Moi, je suis un militant, comme je vous le dis souvent. Moi, je suis étranger. J'ai même pas la nationalité française. Bref, mais je donne un avis justement extérieur, peut-être intéressant pour mes amis qui habitent, enfin, pour tous ceux qui habitent en France. Emmanuel Macron, on peut lui reprocher sa ligne libérale, peut-être certains diront ultralibérale, mais il est cohérent avec lui-même. Lorsqu'il parlait des travailleurs détachés, il donnait une vision beaucoup plus globale, alors que Marine Le Pen se suffisait en disant que je donne la priorité aux citoyens français par rapport aux autres citoyens étrangers, aux citoyens européens. Emmanuel Macron rétorquait qu'il faudrait, ça ne va pas que dans un seul sens, et qu'il y aura d'autres pays avec des citoyens français qui vont travailler les transfrontaliers, ben ça va aussi s'appliquer à eux. Donc on voit bien que d'un côté, une personne prend uniquement un élément et une réponse à cet élément-là, alors que l'autre prend cet élément-là et l'articule à un niveau national et supranational, donc européen. Et ça donnait cette impression-là que d'un côté, on avait une personne qui faisait des plans sur la comète, et de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec sa vision, il l'adossait à une vision beaucoup plus large. Et si on rajoute à cela le fait que les présidents sortants ont toujours une avance dans l'esprit des gens, et ça, il y a beaucoup d'études en sociologie politique qui montrent cela, ça lui a donné aussi, ça lui a conféré cette posture-là d'une personne qui connaît ces sujets. Si on parle du nucléaire et de l'énergie renouvelable, etc., pareil, Emmanuel Macron déclarait que on pouvait favoriser l'option nucléaire, et ce qui est en train de se faire actuellement. Des personnes ne veulent pas ça, je peux le comprendre, mais dans la situation d'une crise en Ukraine avec la dépendance au gaz russe, etc., ça peut s'articuler encore une fois. Le discours global se tient, alors que le discours de Marine Le Pen, qui est un discours populiste, ne se tient pas parce qu'il est hors sol, parce qu'il ne considère que une réponse ponctuelle et parfois fausse à certains sujets, et n'en parlant même pas lorsqu'ils ont commencé à parler du voile, on voyait très clairement qu'une personne était du côté des droits de l'homme, de l'universalité, effectivement, et des droits des personnes à porter ce qu'elles veulent dans l'espace public. Et de l'autre côté, on voit bien que c'est une posture nourrie par un ressentiment, mais qui en même temps porte de l'hypocrisie en disant que non, je veux libérer ces femmes-là. Pourquoi ne pas libérer des femmes à qui on impose d'autres tenues? Je veux dire, s'il y a des femmes à qui on impose le voile, ben, il y a des services sociaux, il y a des personnes, il y a des personnes qui travaillent dans l'État, qu'elle aille porter plainte contre les personnes qui lui imposent le voile. Bref, on n'est pas là pour débattre de ce sujet-là, mais on voit bien que, à défaut de vendre du rêve, Emmanuel Macron ne vend pas n'importe quoi. Il vend quelque chose qui se tient. Alors que de l'autre côté,
on est dans le populisme d'extrême droite et en réalité, l'extrême droite ne peut pas offrir d'autre chose que des gesticulations, que des manipulations des peurs et donc par conséquent quelque chose qui n'a aucun trait avec la réalité. Alors, il ne vend pas n'importe quoi, mais il a été critiqué, notamment le déclenchement des gilets jaunes, c'est l'augmentation sur la taxe du carburant. Quelques mois avant notamment la Covid, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des manifestations, notamment du corps médical dans les rues de Paris, et certains ont même été heurtés par les forces de l'ordre. On lui a aussi reproché la gestion de la Covid, même si c'est une inconnue, hein, certes, mais voilà, sur le pouvoir d'achat aussi, il a été critiqué, puisqu'aujourd'hui, les Français ont beaucoup de mal à subvenir leurs besoins. Une réaction tout de même là-dessus, sur son mandat, et on donnera la parole à Fodil Aït-Chaban juste derrière. Alors, je dis qu'il vend une option libérale, une vision libérale des choses. Mélenchon se tient aussi dans ses propos. Il tient une vision qui serait de redonner du pouvoir d'achat, qui serait de refinancer, peut-être certains diront un crédit, comment dire, l'hôpital, l'éducation nationale, etc. Il y a des choses qui sont cohérentes. Moi, je parle en termes de cohérence. Je suis pas en train de défendre Emmanuel Macron. Par contre, pour apporter une critique sur le fond, sur ce qui a été fait, bien sûr que la crise des Gilets jaunes n'est pas venue de rien. Bien sûr qu'il y a une paupérisation totale et globale, surtout de ces milieux-là urbains, donc ruraux, pardon, et ultra ruraux, donc des personnes qui n'ont absolument plus aucun choix maintenant et qui n'arrivent pas à vivre même avec les minima sociaux. Bien sûr que les personnes ont du mal à vivre. Bien sûr que cette austérité latente est très difficile à tenir par beaucoup de gens. Bien sûr qu'au niveau des droits de l'homme, il y a une critique immense à apporter au comportement de la police française pendant les événements des Gilets jaunes. Il y a des personnes qui ont été éborgnées. La France a été plusieurs fois jugée donc par l'Europe par rapport à sa gestion des manifestations en général. Et alors, n'en parlons pas des dépassements policiers dans les cités et chez les personnes racisées. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, je pense que n'importe quel électeur ou n'importe quelle personne extérieure, puisque moi, je ne vote pas, je n'ai pas le droit de vote dans ce pays, peut voir de ses propres yeux qu'une personne propose quelque chose et qu'une autre n'en propose pas. Et c'était exactement ça ce que je voulais dire par atomiser. Je ne sais pas si vous arrivez à capter maintenant le sujet. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, vous ne votez pas, mais c'est pour ça que je voulais vous avoir, parce que vous avez aussi le sens de la critique. Vous suivez la politique internationale et française énormément, et c'était intéressant aussi de vous avoir comme citoyen, puisque vous vivez en France. Fodil Aït-Chaban, pareil, je voudrais maintenant avoir votre vision sur le contenu, la gestion du dossier des uns, aussi bien Emmanuel Macron que Marine Le Pen. Elle est longuement aussi revenue sur l'immigration, et malgré peut-être qu'on a un Rassemblement national qui s'est un peu banalisé apparemment, qui fait un peu moins réagir, moins peur aussi, qui s'est totalement vulgarisé. On a vu hier tout de même que des choses précises sont revenues, hein, en parlant d'immigration. Elle parle des gens qui tremblent, elle parle de barbarie entre autres. L'immigration anarchique et massive contribue à l'aggravation de l'insécurité, pour que les Français aussi décident qui vient et qui doit partir. Il y aura l'expulsion des délinquants étrangers, la suppression du droit du sol, la mise en œuvre de la priorité nationale. Voilà, elle est revenue tout de même sur un certain nombre d'éléments. Votre point de vue hier sur le contenu et les dossiers proposés par les deux camps, le RN et République En Marche. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que souvent on dit que le Front National, enfin le RN aujourd'hui, n'est pas forcément à la hauteur. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même 47% aujourd'hui. C'est quand même énorme en France. Donc, c'est qu'il y a un réel problème. Et justement, pour faire contrebalancer par rapport à mon collègue, c'est que Emmanuel Macron vend du rêve. Il a vendu du rêve. Et au bout d'un moment, les gens aujourd'hui, ils se rendent compte de quoi? Que l'essence a augmenté, que le gaz a doublé, que leurs salaires ne suivent pas, que les denrées alimentaires aujourd'hui sont en train de prendre des proportions d'augmentation importantes,
etc., etc. Donc, à un moment donné, effectivement, les gens, c'est un refuge, en fait, le RN. C'est-à-dire que c'est plutôt, c'est leur seule manière, en fait, de répondre à cette injustice sociale qui est faite. Parce que quand Emmanuel Macron dit qu'il défend le pouvoir des Français, je vous dis franchement, j'y crois pas une seule seconde. Est-ce qu'on a parlé hier d'augmentation de salaire? On n'a pas parlé. Si, Marine Le Pen a parlé de 10%, etc., etc. Mais Emmanuel Macron, il a rien dit de tout ça. Donc, à un moment donné, c'est ce que je vous dis, si on ne prend pas les véritables préoccupations du Français, oui, des Français en général, eh ben, ça se retourne contre vous. Donc, il y a un vote contre. En fait, aujourd'hui, on vote contre des personnes. On ne vote même pas contre un projet. J'en suis sûr que la plupart des Français ne disent même pas le projet des uns et des autres. Et c'est ça qui est terrible. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a cette confiance, cette rupture. Et c'est ça l'essentiel aujourd'hui de la société française qu'il faut absolument retravailler, qu'il faut absolument remettre en place. Et tant qu'il n'y a pas cette confiance et cette, je dirais, cette nouvelle donne, bah, on continuera comme ça jusqu'à ce que l'extrême prenne le pouvoir. Et c'est comme ça, quand on l'a vu dans les années 30, la misère sociale, etc., qui fait que les gens votent au plus offrant. Donc, pour le débat d'hier soir, pour je dirais, bon, moi j'ai trouvé que sur, à un moment donné, quand Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen sur le crédit fait auprès d'une banque russe, j'ai trouvé ça un petit peu, bon, de la part d'un banquier. On sait très bien que si, aujourd'hui… Mais est-ce que ce n'était pas stratégique, ça, de prendre du temps sur le débat et de déstabiliser sur effectivement un dossier? Bien sûr, oui, c'est parce qu'il y a la guerre en ce moment, donc on fait le lien comme quoi vous soutenez Poutine alors qu'il est en guerre, etc., etc. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, oui, c'est peut-être une stratégie, mais pour moi, sur le fond, une banque, si on vous offre, si la Société Générale ne vous prête pas, rien ne vous empêche demain d'aller au Crédit Suisse ou je ne sais quelle banque, si ça vous prête. Apparemment, après, moi, je ne connais pas le fond du dossier, j'en sais rien. Mais est-ce que ça intéresse aujourd'hui le Français lambda de savoir que Marine Le Pen a emprunté 15 millions d'euros chez les Russes et qu'elle est en train de les payer? Est-ce que ça apporte quelque chose de l'eau au moulin aux Français aujourd'hui? Non, je ne pense pas. En tout cas, peut-être que c'est déstabilisateur parce que la situation aujourd'hui, c'est de dire il est en guerre contre nous et vous allez emprunter de l'argent chez lui. Voilà, grosso modo, s'il lui a imputé une certaine responsabilité. En tout cas, on a compris effectivement les salaires. Il y a eu les 10% proposés par Marine Le Pen, mais qui a été reprise, je le rappelle, maintes fois par Emmanuel Macron en lui disant « Madame Le Pen, vous n'allez pas augmenter les salaires ». C'est effectivement un consensus et des discussions avec les syndicats, avec le patronat, puisqu'on le rappelle, effectivement, chaque patron décide. Et lui, effectivement, il s'est aussi entêté un peu à parler de ces primes. Avant de se quitter, messieurs, tous les deux, vous avez trois petites minutes. Oui, allez-y rapidement. Oui, allez-y. Je veux simplement dire au niveau aussi des propositions, les grands oubliés hier soir, c'est quand même les quartiers populaires. On n'en a pas parlé du tout, quoi. Les difficultés, on sait qu'aujourd'hui la situation est explosive et on n'a rien, il n'y avait rien de proposé. Par contre, on a été chercher, mettre des PV à des femmes voilées dans la rue, savoir qui on pourrait faire un PV et qui on ne pourrait pas faire un PV. Non, mais je veux dire, voilà, c'est là où je vous dis, pour moi, le débat, par moment, il était d'une bassesse et pas du tout à la hauteur des attentes. Peut-être aussi à la hauteur de la campagne. En tout cas, c'est ce qui a été longtemps décrié. Alors, vous avez, je le disais, 3 petites minutes vraiment chacun pour… on va y revenir et j'aurai certainement le plaisir de vous inviter d'ici là parce qu'en général, je reprends mes invités pour avoir cette continuité d'échange. Vous le disiez, effectivement, le Rassemblement national n'est plus ce qu'il est il y a une 30 ou une quarantaine d'années. En 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. Pour la première fois, ça avait suscité l'émoi face à Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, je rappelle, avait créé l'engouement. Je crois qu'il avait remporté la présidentielle de 2002 à 87%. Aujourd'hui, effectivement, on a un Rassemblement national qui s'est vulgarisé, qui a su s'imposer tout de même sur le territoire français, sur le paysage politique français. Pour dimanche, je commence par vous, Anis El-Khama. Pensez-vous, même si vous ne votez pas, mais c'est important d'avoir votre point de vue, et en plus, il peut être, j'ai envie de dire, neutre, on va dire.
vous avez crainte que dimanche soir, crainte, est-ce que vous voyez le Rassemblement national passer, ou pour vous, c'est fait? C'est impossible, il y a tellement de partis de gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a un regroupement des voix, et il y a aussi voter ce qu'on appelle le vote sanction, c'est-à-dire pas une seule voix pour Marine Le Pen. C'est ce qu'expliquait Fodil Aït-Chaban. Comment vous voyez ce résultat dimanche soir? Alors, les chances de voir la fille du tortionnaire Jean-Marie Le Pen devenir présidente de la France ne sont pas nulles. Elles ne sont pas nulles. Et quand bien même elle ne serait pas élue, effectivement, je suis d'accord avec notre ami, c'est quand même très grave de savoir ce parti-là à 45%. Ça veut dire quelque chose dans la société où nous vivons. Moi, j'aimerais parler avec les binationaux, avec les personnes qui sont souvent d'ailleurs d'origine africaine comme moi, que ce soit subsaharienne ou nord-africaine, que le Front National, c'est un parti qui a été fondé par des colonialistes. C'est un parti qui ne va pas forcément arranger les choses aussi pour nos pays d'origine ou dans les pays auxquels certains ont uniquement la nationalité. Au contraire, ce sera d'autres réseaux qui vont prendre le relais. N'oubliez pas que la France-Afrique a traversé la gauche, la droite, mais elle a aussi été dans l'extrême droite. Rappelons que le DPS, donc le service d'ordre de Jean-Marie Le Pen a fourni énormément de personnes qui sont allées au Congo. Il y a Bob Denard aussi qui est parti, donc le fameux mercenaire d'extrême droite proche de Jean-Marie Le Pen qui est parti aux Comores comme un colonialiste. Et que tout ce discours-là anti-néocolonial n'est que de la poudre aux yeux, c'est un faux nationalisme, et qu'au finalement, avec le Front National, on aura et l'impérialisme, et le libéralisme, et le racisme. Alors que du côté de Macron, c'est vrai qu'on aura le libéralisme encore, mais ça va peut-être, je finis sur ça, comme je l'ai dit, doper la gauche encore plus. Non, mais terminé en 20 secondes, mais en un mot, est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, il y a quelques années, on pouvait dire que tout était réglé, notamment en 2002, parce qu'on a senti un engouement derrière Jacques Chirac. Mais pour dimanche soir, est-ce que la donne a totalement changé? Est-ce qu'il y a là une réelle crainte, en tout cas pour ceux qui ne souhaitent pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir? Oui, il y a une crainte. Il y a bien sûr une crainte. Et tous ceux qui ne veulent pas que la fille d'un tortionnaire de la guerre d'Algérie prenne le pouvoir en France, qu'ils aillent voter Macron directement, parce que voter blanc ou ne pas voter n'est pas une solution. Ça va juste favoriser les personnes qui soutiennent Le Pen pour la faire élire. Voilà, tout simplement. Anis El Khama, merci infiniment. Merci. Pareillement, Fodil Aït-Chaban, vous le disiez effectivement, 47%. Oui. En tout cas, ce sont vos propos. C'est pas à prendre à la légère. Bon, je ne sais pas on va dire de quel camp vous êtes, même si je peux avoir peut-être des soupçons. Mais comment vous voyez dimanche soir ce résultat? Est-ce qu'il faut être vigilant, notamment pour ceux qui ne souhaitent pas, comme Jean-Luc Mélenchon, que Marine Le Pen, ou est-ce que tout est fait, il n'y a aucune crainte, Emmanuel Macron sera réélu pour ceux qui le souhaitent aussi? Je pense qu'il y a des craintes, puisque le RN, qu'on le veuille ou non, petit à petit grignote quand même des voix, qu'on le voit ou pas. Et puis, je vais vous dire, le scrutin, on verra bien. Mais moi, je pense qu'il y a des craintes à avoir dimanche soir. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que, vous savez, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ce sont souvent des gens qui sont anti-Macron, à fond. Donc, soit ça va être du blanc, soit ça va être du Marine Le Pen. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Il y a beaucoup d'ouvriers aujourd'hui qui se sont retournés contre, je dirais, les candidats lambda. Et aujourd'hui, qui votent extrême, qu'on le veuille ou non. Donc, voilà, je vous dis, moi, je pense que, voilà, Macron va sortir vainqueur, mais encore une fois, ça va être difficile, parce que c'est la suite après. Ça va être difficile de gouverner quand vous êtes à, je dirais, 47, 50, 51. Ça va être compliqué. 49, 51. Ça va être très, très compliqué. Donc, un deuxième mandat de Macron, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, si on se fie à ce qui a été fait précédemment, je dirais que dimanche, ça va être le résultat vous invitez les Français et vous invitez les Français, les Françaises à aller voter aussi. Ah, complètement. J'invite les Françaises et les Français pour sauver la démocratie et pour pouvoir peut-être apaiser
encore une fois, en espérant que Macron aurait cette fois compris ses erreurs, qu'il aura compris de ses erreurs et qu'il fera autrement et qu'il gouvernera avec des personnes peut-être plus proches du peuple et plus sensibles aux difficultés des Français aujourd'hui, qui fera qu'effectivement, on pourra avoir une lueur d'espoir. Mais si c'est pour nous remettre, je veux dire, des gens complètement incompétents, comme il a pu le faire durant ce quinquennat, ça ne le fera pas. Ça va faire qu'empirer. Et là, ça risque effectivement, on ne sera pas, je dirais, à la limite d'une guerre civile, quoi. Parce que ça va déborder de partout. Comme je vous dis aujourd'hui. Je vous le dis, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit dans les grosses villes, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Et j'espère, je vous dis très franchement, j'espère que Emmanuel Macron passera et qu'on arrivera à trouver un consensus, des gens compétents, des gens en phase avec les vraies difficultés, les vraies attentes des Français, pour pouvoir enfin éteindre le feu et commencer, ma foi, à... J'ose espérer, hein, parce qu'encore une fois, vous savez, il faut bien, de temps en temps, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, vous êtes appelés, chacune et chacun d'entre vous, à aller vous exprimer. On a la chance de pouvoir voter dans notre pays, ce magnifique pays. Donc il faut aller voter dimanche. Présidentiel, retour sur le débat Macron-Le Pen. Voilà, nous avons essayé ce soir de revenir sur cette campagne, sur un peu l'extinction, la disparition de tous ces partis, le débat d'hier sur la forme et le fond, et puis surtout peut-être ce résultat de dimanche soir qui, pour nos invités, n'est pas à prendre à la légère. Anis El Khama, psychologue, analyste politique, Fodil Aït-Chaban, ancien maire adjoint pendant quelques années, 14-2020, et conseiller municipal à Saint-Ouen depuis 2020. Abdellah, Mounir et Jamila, merci d'avoir été à mes côtés pour cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro L'Actu. Bonne soirée à tous. Merci Anis, merci